À nouveau, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons donc démarrer ce webinaire consacré aux entraves à la solidarité aux frontières. Bienvenue et merci d'être si nombreux, si nombreuses avec nous ce soir. Donc, je m'appelle Agnès Leroll, je travaille pour le projet CAFI, qui est la coordination des actions aux frontières intérieures, un projet interassociatif qui réunit Amnesty International France, la CIMAD, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et le Secours catholique Caritas France. Nous organisons le webinaire de ce soir avec l'Observatoire des libertés associatives, qui a consacré une recherche sur le sujet des entraves à la solidarité aux frontières. J'ai la chance d'animer cette présentation en ligne, qui sera bien riche, car aux côtés de l'Observatoire, il y aura des interventions de plusieurs associations actives aux frontières. Je les remercie grandement pour leur participation de ce soir. Le projet CAFI existe depuis 2017 et il a pour objectif la défense des droits des personnes exilées aux frontières, en soutien des acteurs locaux. Le sujet des entraves aux actions solidaires est récurrent sur les territoires frontaliers. Nous avons donc souhaité travailler avec l'Observatoire des libertés associatives sur le sujet. Le webinaire démarrera donc tout d'abord par les interventions de Julien Talpin et Mathilde Rogel, qui sont membres de l'Observatoire des libertés associatives et qui vont vous présenter leur travail en mettant l'accent dans un premier temps sur les entraves constatées sur les terrains des frontières. Des témoignages seront ensuite apportés via des acteurs des terrains. Brune Béal, de l'association Tous Migrants pour la frontière franco-italienne, Léa Bito, du Secours catholique Caritas France à Calais, Diane Léon, de Médecins du Monde à Dunkerque, et Agathe Schramm, de Human Rights Observers, pour compléter sur la frontière franco-britannique. Nous aurons ensuite un premier temps dédié aux questions-réponses. Dans un second temps, nous parlerons des ripostes possibles face à ces entraves. Mathilde Rogel de l'Observatoire présentera les résultats de son enquête sur le sujet, avant que nous entendions Charlotte Cointes d'Utopia 56 qui illustrera cette question des ripostes à la frontière franco-britannique. Enfin, Diane Fogelman d'Amnesty International France reviendra sur les actions CAFI mises en œuvre pour alimenter ces ripostes. Nous finirons par un deuxième temps de questions-réponses et nous avons prévu une fin de webinaire à 19 heures. Un dernier mot sur les questions techniques. Je partage mon écran pour vous dire que le webinaire sera enregistré et il sera disponible sur des sites en replay, on vous communiquera les liens. Les caméras et les micros de tous les participants sont éteints, donc c'est normal que vous ne puissiez ni parler ni allumer votre caméra. Et donc vos questions, vous pouvez les écrire dans le chat qui se trouve en bas de votre Zoom sur le webinaire. À tout moment, vous pouvez les poser à n'importe quel moment et ensuite elles seront sélectionnées par les modératrices et nous les poserons aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, sachant que même les questions techniques, vous pouvez les poser aux modératrices. Alors on me dit, j'ai fait une petite erreur, c'est pas dans le chat les questions, c'est dans l'onglet questions-réponses. Bon, de toute façon, c'est celui que vous verrez en bas de votre écran. Je vais maintenant passer la parole à Julien Talpin de l'Observatoire des libertés associatives. Bonsoir à tous et toutes. Très heureux de pouvoir échanger avec vous ce soir autour de ce rapport. Quelques mots sur l'Observatoire des libertés associatives, qui est un espace en fait qui rassemble des universitaires et des acteurs associatifs pour documenter la restriction des libertés associatives en France aujourd'hui sur l'ensemble des secteurs associatifs et on consacre des rapports thématiques au fond sur certains secteurs qui sont particulièrement ciblés au fond par cette restriction des libertés. On avait travaillé ces dernières années sur les associations de locataires, sur des associations musulmanes et là, ça nous semblait important de mettre à l'agenda de nos travaux celle des associations de soutien aux personnes exilées qui sont particulièrement confrontées à la question de la restriction des libertés. Quand on a créé cet observatoire il y a maintenant près de 6 ans, on était mu par plusieurs convictions. D'un côté, que les libertés associatives sont une question démocratique fondamentale qui mérite probablement plus de visibilité que ce n'est généralement le cas dans le débat public. Et donc, c'est pour ça qu'on est content aussi de pouvoir échanger avec vous autour de cet enjeu ce soir. Deuxième élément, c'est que les libertés associatives sont de plus en plus menacées euh, et qu'on ne pensait pas forcément connaître l'accélération qu'on connaît ces dernières années, en particulier depuis la loi séparatisme de 2021. On parle beaucoup de ces questions en ce moment, notamment en lien avec ce qui se passe aux États-Unis, mais je crois que ce rapport, et on en parlera tout à l'heure, mais montre bien que la situation en France n'est pas forcément plus réjouissante pour les associations et la solidarité, et que tous les outils sont en place pour que si l'extrême droite parvenait au pouvoir, au fond, la restriction des libertés soit encore plus forte. Dernière conviction sur laquelle je voudrais insister, c'est que
fond, la production de connaissances, la documentation, l'analyse est une façon, alors probablement pas la seule, mais de lutter contre ces phénomènes de restriction des libertés. C'est ça le fruit de ce rapport, c'est essayer d'analyser, de documenter le plus précisément possible les entraves que connaissent les associations de solidarité aux trois frontières et d'interroger, c'est aussi une des idées qu'on avait, au fond, les éventuelles variations selon les frontières et les situations spécifiques que connaissent ces associations. Un dernier mot avant de passer la parole à Mathilde Rogel, donc, qui a mené l'essentiel de ce travail d'enquête, pour dire qu'au-delà de ce travail de documentation qu'on mène avec l'Observatoire, il y a aussi des formations qu'on organise pour que les acteurs associatifs soient mieux équipés pour répondre aux entraves qu'ils connaissent. On en organise une la semaine prochaine, je crois, en fait, les 3 et 4 avril à Paris. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter via le site de l'Observatoire et qui vise notamment à donner des armes juridiques, mais aussi politiques, sur la façon de mieux se défendre face à la restriction des libertés associatives. On organise une soirée aussi le 3 avril à Paris autour de ces enjeux-là, avec d'ailleurs la plupart des associations qui ont été confrontées au contrat d'engagement républicain ces, ces derniers mois. Mais revenons à ce qui nous intéresse ce soir, donc ce rapport, et je passe tout de suite la parole à Mathilde Rogel. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Je vais vous présenter du coup, le fruit de notre enquête au sein de l'Observatoire pour lequel j'ai travaillé l'année dernière. Et juste pour m'introduire, je suis actuellement étudiante en master au master migration, donc à l'Institut Convergence Migration de Paris 1 et de l'EHESS. Donc, pour commencer la présentation de mon rapport, hop, voilà. Donc, je vous présenterai en premier lieu le contexte de production de ce rapport, ensuite les territoires et la méthodologie utilisée pour les étudier, avant de venir plus précisément présenter les résultats de l'enquête et notamment la typologie détaillée utilisée pour l'analyse des résultats, avant de revenir quand même brièvement sur les effets et conséquences de la répression. Donc, cette enquête a été produite dans un contexte déjà national d'accroissement de la criminalisation, mais surtout de sa médiatisation et de son occurrence donc dans les médias depuis 2015, avec ce qui a été dénommé comme la dite crise migratoire. Et donc l'objet dans un premier temps donc, de l'enquête, c'était de pouvoir identifier les enjeux spécifiques de la criminalisation dans le domaine de la solidarité envers les exilés. Et en fait, on voit que c'est la combinaison de deux choses. D'une part, un accroissement de la criminalisation des migrations et des personnes elles-mêmes en migration depuis donc, ces dernières années, mais aussi ce phénomène est combiné donc, à ce qu'a évoqué Julien juste avant, l'accroissement des attaques contre le milieu associatif depuis ces dernières années. Donc le délit de solidarité, c'est quand même un concept qui est étudié dans le champ académique et militant depuis le début des années 2000, donc c'est pas nouveau. Et en témoigne notamment la création des collectifs des délinquants solitaires en 2009. Mais c'est quand même un phénomène qui a été majoritairement appréhendé via un angle juridique. Mais pour autant, depuis notamment 2015, un certain nombre d'associations sur les 3 territoires étudiés que je vais vous présenter ont commencé à se saisir de données collectées, à essayer de les publiciser. Et on voit très bien dans les quelques rapports associatifs qui ont été produits sur les questions que la répression de la solidarité, elle ne se cantonne pas du tout à la sphère judiciaire. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'aborder le phénomène différemment, donc au-delà de la répression judiciaire, avoir une approche élargie de la répression. Mathilde, Euh, pardon, je t'interromps, on voit pas bien ton écran, il n'est pas en plein écran. Ah bon? On voit Mince. que, voilà, on voit ton désolée. Désolée pour ce contretemps. Donc, je reviens à la définition de ce qu'on considère donc comme la répression de la solidarité. Dans le cadre de ce rapport, ça correspond à toute tentative de la part d'une autorité ou d'une personne en étant détentrice d'empêcher ou de condamner l'apport d'un soutien, qu'il relève de la fourniture de biens de première nécessité, de soins, d'aide juridique, mais aussi de lutte face aux violences policières par un individu ou une association à une ou plusieurs personnes en situation de migration. Et ce qu'on verra, c'est donc que cette répression relève de multiples acteurs et prend de multiples aspects.
Donc pour juste vous introduire au territoire étudié, donc cette enquête porte sur la frontière franco-espagnole, la frontière franco-italienne et la frontière franco-britannique, avec l'idée, comme Julien l'a expliqué, de croiser des données, d'essayer de voir les particularités de chaque territoire en fonction de ses caractéristiques sociales, mais aussi de surtout mettre en lumière des, hum, des continuités dans la répression entre tous ces territoires. Ce qui est hyper important à saisir aussi pour comprendre la façon dont cette répression s'exécute sur les différents territoires, c'est les différents enjeux politiques qui leur sont propres. Donc au sud, le but, notamment de la politique policière menée à la frontière, ça va être d'empêcher le franchissement et l'entrée des personnes en migration sur le territoire, ce qui va se traduire par ce qu'on appelle une politique du chiffre et aussi par un certain nombre de violations des droits des personnes en migration, comme les refoulements. Et aux frontières nord, l'objectif politique, c'est donc d'empêcher le départ et la traversée de la Manche des personnes en mobilité en vertu des accords du Touquet passé entre la France et le Royaume-Uni, qui conduit à une forme de sous-traitance de la frontière britannique à la France et qui se traduit également par une politique dite de lutte contre les points de fixation, donc pour éviter la mise en place de lieux de vie informels sur le littoral. Donc, juste pour revenir sur la méthodologie, j'ai utilisé une diversité de matériaux. En premier lieu, des entretiens semi-directifs avec plus d'une vingtaine d'acteurs solitaires, ce qui correspond à une quinzaine d'organisations représentées. Des archives associatives, par exemple, des documents, de contraventions, comment dire, des témoignages donnés en interne, mais aussi des saisines à la défenseur des droits ou une revue de presse. Je vais maintenant vous introduire à la typologie utilisée pour analyser toutes ces données. La première forme d'entrave parmi les 5 identifiées, ça va être toutes celles qui sont liées à la criminalisation et aux entraves juridiques à la solidarité. En premier lieu, elles s'exercent dans le cadre du CESEDA, qui, en fait, malgré une évolution du cadre juridique ces dernières années, est toujours mobilisé, ou du moins sa menace l'est, pour entraver l'action des bénévoles. Dans le rapport, je donne l'exemple d'un couple de bénévoles de l'association Bidasso Ederkinokin, donc à Hendaye, dans le Pays Basque, qui ont été sujets d'une enquête pour association de malfaiteurs en bande organisée, ouverte par le procureur de Bayonne, qui les a conduits à subir une filature et admis sur écoute avant d'être mis en garde à vue pendant presque 24 heures. Mais on note aussi dans le rapport d'autres incriminations qui sont sans rapport avec la loi sur l'immigration, notamment sur le littoral nord, comme l'usage de codes de l'urbanisme ou de la construction pour empêcher l'ouverture ou fermer des locaux associatifs, mais aussi, et ça c'est des poursuites, enfin des menaces qui sont beaucoup utilisées par les forces de l'ordre, des poursuites en diffamation ou des accusations d'outrage ou de violence contre agents. La deuxième grande forme d'entrave étudiée dans le rapport, ça va être tout ce qui porte sur les attaques discursives et les atteintes à la légitimité des acteurs solidaires, qui en premier lieu se fait évidemment par un processus de criminalisation par association, comme je l'ai évoqué en introduction, l'immigration et les personnes en mobilité étant de plus en plus criminalisées. Mais on analyse aussi 3 autres formes de discours visant à atteindre la légitimité des solidaires. En premier lieu, c'est celle qu'on appelle la rhétorique de l'appel d'air. Donc, la rhétorique de l'appel d'air, c'est l'idée que les associations ou toute autre forme d'aide en direction des personnes exilées favoriserait leur venue. Donc, avec par exemple Arnaud Murgia, donc le maire de Briançon, qui qualifie en 2024 le refuge solidaire de Airbnb des passeurs. Un deuxième discours va être l'assimilation au réseau de passeurs des solidaires. Éric Ciotti, par exemple, qui en 2016 dénonçait les militants solidaires de la Roya comme des délinquants qui exploitent chaque jour la détresse humaine, en particulier celle des mineurs, et qui donc se transforment en passeurs.
C'est ces deux rhétoriques qui sont quand même, qui émanent du champ de l'extrême droite, mais qui ont été communiquées à l'ensemble, à presque l'ensemble du champ politique, et qui peut être repris notamment par des acteurs gouvernementaux. Et la dernière rhétorique, ça va être les accusations donc, de mise en danger des personnes exilées par les solidaires. Avec l'idée que, en fait, les personnes vont franchir la frontière, vont se mettre en danger parce qu'elles savent qu'elles vont être aidées, etc. La troisième forme d'entrave, et c'est celle qui est je dirais, la plus importante dans le rapport parce que c'est celle qui revient le plus souvent, systématiquement, dans tous les entretiens, ça va être le harcèlement policier et ce qui est nommé comme une répression insidieuse, donc c'est-à-dire l'intrusion dans la vie intime des solidaires. Donc ce harcèlement policier, elle prend des formes très très diverses, allant donc de contrôle d'identité ou de véhicules à répétition, à l'usage de violences verbales et physiques, et même à l'instrumentalisation donc, des personnes exilées en présailles d'actions de protestation. Surtout, l'enquête révèle un traitement différencié des militants et des militantes en fonction de leur origine, leur nationalité, leur genre ou leur âge. Et si je devais citer donc deux conclusions importantes concernant cette forme de répression, exercée par les forces de l'ordre, ça va être donc d'une part un rapport ambivalent au droit qui est constaté dans la quasi-totalité des entretiens, avec des agents qui ne sont pas toujours au fait ou dénient les procédures en vigueur qui concernent la prise en charge des personnes exilées, mais qui vont aussi dénier donc, ce droit-là d'aider aux citoyens. Et donc, on constate tout un tas de pratiques paralégales qui vont elles-mêmes être légitimées par les disqualifications des actions de solidarité que j'ai évoquées juste avant. Et on note aussi que la forme et la récurrence des entraves policières varient selon les territoires. Donc, ce que j'ai expliqué aussi en présentant les territoires. Aux frontières sud, l'action des forces de l'ordre, elle est clairement dictée par ce qui est nommé comme la politique du chiffre. Donc, considérant les solidaires comme entravant cette façon enfin, entravant leur travail en fait, d'intercepter les personnes à la frontière pour les empêcher de rentrer sur le territoire français. Et sur le littoral nord, ça va être donc la politique de lutte contre les points de fixation qui va conditionner l'action policière et qui va notamment conduire à la confiscation de matériel associatif et à des violences policières. La quatrième atteinte va être financière ou opérationnelle. Donc en premier lieu avec des amendes répétitives et discriminantes, pour des motifs souvent très extravagants. En témoigne donc l'extrait d'entretien que j'ai mis sur cette slide. Pour présenter, illustrer l'impact que peuvent avoir ces amendes, j'ai cité donc l'exemple d'Utopia 56 qui a comptabilisé un total de 104 amendes reçues par ses membres entre mars 2020 et mai 2021, pour un total donc environ les 20 000 euros, et ce qui illustre donc totalement le mécanisme de dissuasion exercé par le pouvoir contraventionnel des agents des forces de l'ordre. Dans ces atteintes financières, on note aussi des refus de subventions ou je pourrais plutôt dire des atteintes aux ressources humaines des associations avec le refus d'agrément de service civique. Et enfin, on note un certain nombre d'obstacles opérationnels donc, qui peuvent être physiques, comme la confiscation d'équipements, le développement d'un urbanisme anti-association. Donc, ça va être tout ce qui est fossé, grillage du littoral, qui évidemment cible en premier lieu les personnes elles-mêmes exilées, mais contraint aussi énormément l'action associative. Et on note aussi des obstacles opérationnels plus administratifs, donc, comme les arrêtés antidistribution à Calais, donc préfectoraux et municipaux, entre 2017 et 2022. Et enfin, la dernière forme d'entrave va être les tentatives d'ostratisation et les entraves à la capacité collective des associatifs, avec ce qu'un militant du Briançonnais avait désigné comme un sabotage de liens entre les associations et d'autres acteurs locaux. C'est une entrave qu'on constate aux frontières sud, mais aussi aux frontières nord. Donc là, j'ai mis aussi un extrait d'entretien avec des coordinateurs d'Utopia 56 à Grande-Synthe qui expliquaient que tout un discours était élaboré sur leur action et sur l'association pour essayer de les marginaliser dans le champ associatif et local.
Également une opposition aux initiatives communes de solidarité, que ce soit entre associations, mais aussi donc avec d'autres acteurs locaux, et l'exclusion des lieux de concertation institutionnelle. Enfin, je vais juste revenir brièvement sur la question des effets de cette répression. Donc, en premier lieu, et c'est peut-être celle qui est la plus la flagrante, donc c'est la perte de ressources en termes financiers, comme je l'ai illustré juste avant avec l'exemple d'Utopia 56, mais aussi en termes de moyens humains, parce que contester toutes ces entraves, c'est chronophage, et donc on assiste à une forme de détournement de l'action militante avec des associations qui sont bloquées dans une impasse humanitaire, selon l'expression de Mathilde Pett. On constate également des formes de normalisation des atteintes de bénévoles qui ne se rendent plus compte que ce qu'ils vivent représente des violences, par exemple, et des transformations des pratiques de terrain, avec une adaptation des actions et des protocoles aux modalités de la répression. Avec notamment, ça c'est aussi une expression issue d'un entretien, de bénévoles qui s'autopolicent, qui vont surveiller leur comportement pour, euh, pour éviter donc toute forme de répression, mais qui consiste quand même en une énorme charge mentale, donc une perte d'énergie. Et aussi une très très forte autocensure qui peut être vécue au sein même du milieu associatif, mais aussi chez les habitants des territoires où les associations évoluent, avec des habitants qui vont refuser ou comment dire, ne pas en fait s'investir par peur de subir toute forme de répression. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Julien, pour ces présentations. Nous allons maintenant avoir un aperçu de ces pratiques via les témoignages donc, des acteurs associatifs. Et on démarre par la frontière franco-italienne. Brune, je te passe la parole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Brune Béal. Je suis chargée de plaidoyer et coordinatrice des actions juridiques pour l'association Tous Migrants. Donc, c'est un mouvement citoyen de plaidoyer et de sensibilisation engagé pour la défense des droits des personnes exilées. Nous sommes basés à Briançon, dans les Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne dite haute. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vais essayer moi aussi de partager mon écran juste pour vous montrer quelques images. Euh, 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 voilà. Et donc, normalement, hop, est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas en plein écran, c'est ça? Bon, tant pis. Hop, attendez, j'essaye juste. Et voilà, c'est tout bon? Ok, super. Je vais pas m'exprimer ce soir uniquement au nom de Tous Migrants, mais aussi pour tous les acteurs, associations, collectifs, personnes présentes dans le Briançonnais qui agissent solidairement aux côtés des personnes exilées et qui pour cela se retrouvent exposées à diverses formes de répression. À Briançon, nous avons globalement été ces dernières années exposés à toutes les formes de répression présentées dans le rapport, malheureusement. Je vais ce soir essayer de vous présenter rapidement 3 formes d'entrave qui, je l'espère, sauront illustrer un peu plus concrètement ce qui a été dit en introduction. Sur le plan de la justice, d'abord, depuis 2018, à Briançon, il faut savoir qu'il y a environ 37 personnes solidaires qui ont été poursuivies en justice. Il y a eu un procès emblématique en 2021, le procès des 3+4, qui a permis la relaxe de 7 solidaires accusés du dit délit d'aide à l'entrée, à la circulation et séjour d'étrangers en situation irrégulière. Donc à chaque fois, ce sont des forts impacts à la fois psychologiques mais aussi économiques, comme l'a dit l'observateur juste avant moi, de toutes ces poursuites. Et en fait, les impacts sont colossaux et ont largement participé à la démobilisation des personnes solidaires devenues terrorisées à l'idée de porter assistance aux personnes exilées, ce qui est dramatique. Bien que coûteuses sur tous les plans, donc, ces batailles judiciaires ont également mené à plusieurs victoires, que je souhaite souligner aussi ce soir, qui ont permis de prouver non seulement que nos actions n'étaient pas criminelles et ne devaient pas être criminalisées, mais également la volonté évidente des forces de l'ordre de vouloir nous porter atteinte, y compris par le mensonge. Par exemple, en 2021, les véhicules de maraude ont reçu 2 amendes infondées qui ont ensuite toutes les deux été contestées et reconnues mensongères par le tribunal de police en 2022. Voilà, ce qui a donc prouvé qu'il y avait effectivement eu des propos complètement mensongers par les forces de l'ordre, ce qui est gravissime. Pendant les périodes de confinement, nous avons reçu une 50aine d'amendes pour soi-disant non-respect du couvre-feu, malgré des attestations en bonne et due forme qui prouvaient l'urgence humanitaire de notre intervention en montagne auprès des personnes exilées.
J'aimerais à présent vous parler un peu plus spécifiquement du collectif Maraude, que j'ai pu rapidement aborder dans mes précédentes phrases, qui se retrouve particulièrement exposé en fait à ces risques d'entrave et de répression. Donc c'est un collectif interassociatif dans lequel on retrouve tous migrants, Médecins du Monde, mais aussi des solidaires de Briançon ou d'ailleurs. Et ce collectif, il agit en haute montagne pour la réduction des risques auprès des personnes exilées qui viennent de franchir la frontière et sont sur le territoire français, donc distribution de couverture de survie, réorientation vers l'hôpital, mise à l'abri, voilà, c'est à peu près les activités qu'on mène. Plus que nécessaire, en fait, ces actions, elles se sont révélées vitales dans un contexte de violation quotidienne des droits à la frontière et en l'absence de prise en charge par les autorités françaises. À noter que 16 personnes sont mortes ou portées disparues depuis 2018 à cet endroit précis de la frontière franco-italienne haute. Plus de 60 personnes sont gravement blessées et là, une très grande partie ressortent gravement traumatisées de cette traversée. Ces drames ne sont, on le rappelle, hein, jamais causés par la montagne, mais bien par la militarisation de cette frontière. Encore récemment, en février 2025, le 14 février, alors que des maraudeurs souhaitaient mettre à l'abri des personnes exilées rencontrées en haute montagne sur le territoire français, à Montgenèvre, des policiers de la PAF ont fait barrage au véhicule et ont en fait procédé à l'extraction des personnes exilées de la voiture. Aucune des autres voitures autour n'a été contrôlée ni même arrêtée par ce fameux barrage qui ciblait donc ce véhicule. Et toutes les personnes exilées qui se trouvaient dans cette voiture ont ensuite été refoulées en Italie avec, on le craint, beaucoup de violations de leurs droits. Les entraves à l'action humanitaire et aux soins sont malheureusement, elles aussi, courantes. Entre mars 2021 et avril 2022, le véhicule de Médecins du Monde a été arrêté 4 fois par les forces de l'ordre avec des personnes exilées à bord qui avaient besoin de soins de façon urgente. Toutes ces personnes ont été refoulées sans pouvoir être auscultées. Au-delà de ces 4 cas, ce sont souvent des négociations entre des soignants et les forces de l'ordre pour aller à l'hôpital, des obstructions aux soins, des immobilisations de véhicules malgré des urgences médicales et surtout malgré les avis des médecins présents. Les personnes qui agissent avec le collectif Maraude se font souvent contrôler leur identité sans raison apparente. J'ai plusieurs exemples, mais rien que pour en citer deux. Par exemple, en février 2022, pendant une seule soirée, il y avait eu 16 contrôles d'identité des personnes en maraude. Et là, plus récemment, en février 2025, lors d'une soirée, 5 fois des contrôles d'identité des mêmes personnes. La répression des personnes exilées, elle met aussi les personnes solidaires dans des situations particulièrement dangereuses, parfois à l'origine de traumatismes qui, eux aussi, participent à la démobilisation. Dans la nuit du 15 au 16 février 2025, des policiers cherchaient à la lampe torche en pleine nuit des personnes exilées aux abords d'une immense falaise où était morte, un an avant, une personne exilée. Les solidaires témoins de cette scène ce soir-là étaient pétrifiés à l'idée qu'une personne chute à nouveau et meurt. Cela s'est ensuite poursuivi par une course-poursuite dans la vieille ville de Briançon jusqu'au petit matin. Et donc c'était il y a à peine quelques semaines, donc pour vous prouver toute l'actualité de ce sujet malheureusement. Et enfin, le dernier aspect que je pense intéressant de vous souligner, et aussi parce que Mathilde on a parlé dans son introduction, nous sommes également confrontés à des formes d'entrave qui relèvent à la fois du harcèlement policier. Fin 2024 encore et début 2025, il y a eu plusieurs épisodes malheureux de filature, de voitures banalisées de police avec à l'intérieur des agents en uniforme qui ont suivi jusqu'à leur domicile personnel des personnes solidaires qui ont aussi également été prises en photo alors qu'elles étaient dans leur domicile et par des agents de police qui se trouvaient dans la rue qui les ont pris en photo à travers leurs fenêtres. Mais cette forme de harcèlement, elle passe aussi par des tentatives de décrédibilisation, de délégitimation de nos actions par les autorités, notamment par le maire de Briançon, qui n'hésite pas à nous comparer à des groupes de criminels, et surtout qui violent assez régulièrement les droits et libertés associatives des associations qui agissent à Briançon, qui se voient exclues notamment du forum des associations ou de l'accès à des locations de salles communales. Voilà, pour vous donner un petit paysage. Et donc, je voulais aussi vous montrer une deuxième photo que voici. Voilà, c'était un peu pour le contexte hivernal dans lequel on agit actuellement et qui peut vous donner une petite image aussi. Voilà, notre paysage haut alpin. Et, euh, et donc, c'est fini pour moi. Et je vais donc passer la parole. Excusez-moi, désolée, je suis encore en partage d'écran. Hop là. Et donc, je vais passer, sans plus attendre, la parole à Léa Bito du Secours catholique qui va vous parler du littoral nord à présent. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je me présente, je m'appelle Léa, je coordonne les activités du Secours catholique Caritas France à Calais. Donc, des petits éléments de contexte. Le Secours catholique est présent à Calais depuis 20 ans. Nous avons plusieurs activités avec notre action phare et historique qui est un accueil de jour. Donc, il s'agit aujourd'hui à Calais de l'unique endroit physique, fixe, ouvert la journée qui offre un accueil inconditionnel
aux personnes qui sont bloquées à la frontière franco-britannique. Donc, on a un espace mix et en non-mixité. C'est un lieu pour répondre aux besoins de base des personnes, donc accéder à des sanitaires, laver son linge, manger un snack, charger son téléphone, voir un médecin. On travaille avec différentes associations comme la Croix-Rouge, MSF, etc. Et c'est aussi un point de repère important pour trouver de l'information, à la fois sur les services à Calais, mais aussi sur son projet. Donc on fait beaucoup d'accompagnement à l'asile et d'informations sur l'asile au Royaume-Uni. C'est un lieu de repli aujourd'hui essentiel dans un quotidien de rue, d'errance, dans des conditions météorologiques très rudes et des expulsions de lieux de vie toutes les 48 heures. Je pense que mes collègues de Human Rights Observer pourront mieux en parler. Donc voilà, pour se rendre compte, en 2024, on a accueilli en moyenne 450 personnes par jour d'ouverture, avec des pics à plus de 1000 personnes par après-midi. On fait également des maraudes, des activités de sensibilisation, etc. Donc, pour accueillir un tel nombre de personnes dignement et faire vivre le projet aussi conformément au projet national du Secours catholique, on compte sur des bénévoles, des personnes solidaires qui viennent tous les jours. Donc, on a une centaine de bénévoles et en continu une cinquantaine de bénévoles actifs, la plupart engagés sur du long terme. Pour schématiser, une partie de nos bénévoles sont des personnes eux-mêmes bloquées à la frontière pendant un moment qui ont soit décidé de s'installer, soit cherchent toujours à passer et veulent aider, participer au projet, soit des bénévoles de la région, du territoire, des Calaisiens, Calaisiennes. Voilà, contrairement à la plupart des autres associations à Calais qui hébergent, et dont c'est des bénévoles qui viennent en mission à Calais. Voilà, un peu d'éléments de contexte, mais qui me paraissent importants. Voilà, on a différents exemples des entraves à nos actions, évidemment, des entraves administratives, du harcèlement policier. Euh, Pareil, mes collègues de Calais en parleront, je pense, après. Mais celui dont je voulais développer aujourd'hui, qui nous paraît aujourd'hui le très parlant, ce sont les entraves discursives, la discréditation, la criminalisation des associations et solidaires, et aujourd'hui plus seulement par l'extrême droite, mais qui s'accroît dans un large spectre de la sphère politico-médiatique et qui, nous, on le voit, a un impact direct sur l'engagement notamment de nos bénévoles. Très concrètement, par exemple, en septembre 2024, lors d'une interview sur BFM Télé, la maire de Calais exprimait une forme de responsabilité commune entre les passeurs et les personnes membres des associations, comme quoi on contribuerait à l'organisation des départs, les points de fixation, la rhétorique de l'appel d'air dont Mathilde a parlé tout à l'heure. Et une semaine après, on a été pris à partie par un journaliste et média d'extrême droite, désormais assez populaire, qui a fait un reportage absolument abject qui avait pour objectif clairement de nous décrédibiliser, disqualifier nos actions. Et en direct, ce journaliste a fait, donc en direct sur CNews, a fait le lien entre le Secours catholique, les actions à Calais, du Secours catholique et les morts en mer. Voilà, je rappelle, dans un contexte en octobre où il y a eu beaucoup, beaucoup de naufrages, très difficile à vivre pour les équipes. L'accueil de jour, c'est aussi un refuge pour les rescapés et membres de famille, donc les équipes sont en première ligne. Voilà, donc c'est des choses qui sont extrêmement violentes à recevoir par l'ensemble de l'équipe. Voilà, peut-être qu'à Calais, on se représente de manière parfois un peu stéréotypée des personnes engagées plutôt jeunes, des profils activistes très engagés politiquement. Or, nous, une grande partie de nos bénévoles ne correspondent pas à ce profil, ne se définissent pas comme militants ni activistes. Ils s'engagent pour la dignité de toutes et tous et parce qu'ils sont ancrés dans ce territoire. Mais aujourd'hui, voilà, du fait des discours ambiants, s'engager auprès des personnes exilées, c'est mal vu, c'est considéré comme radical, trop radical, voire illégal quand on dit qu'on fait le jeu des passeurs. Et ça heurte profondément les valeurs de nos bénévoles. Bon, ça leur fait peur et c'est aujourd'hui quelque chose qui est difficile d'assumer auprès de ses proches, sa famille, ses amis. On a beaucoup de témoignages de nos bénévoles qui cachent leur engagement, voire perdre des amis, tout simplement. Donc voilà, ce sont des choses qu'on entend beaucoup, beaucoup de questionnements. À force d'entendre qu'on est responsable des morts en mer, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on est toujours du bon côté? Donc ça, on l'entend beaucoup, on en discute beaucoup. Et pour les personnes qui connaissent un peu le,
le contexte à Calais, pour s'engager ici, et notamment sur du long terme, il faut beaucoup d'énergie et d'élan. Et donc, tout ça entrave fortement l'engagement des personnes. Et donc, voilà, pour finir peut-être sur une note un peu plus positive, nous, on croit vraiment à la nécessité de réaffirmer le projet et de construire un autre récit pour contrer ces discours et surtout montrer notre réalité à nous, qui est bien évidemment différente de l'image qu'on veut bien montrer dans les médias. Voilà, et je donne la parole à Diane. Merci Léa. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Diane Léon. Je travaille pour Médecins du Monde à Dunkerque. Donc je coordonne notre programme sur le littoral. Et donc je vais faire comme Léa, je vais vous dire 2-3 mots sur nos activités au niveau de Médecins du Monde pour nous situer. Donc on propose des consultations médicales en clinique mobile, des activités de soutien psychosocial, des maraudes et des accompagnements vers les structures de soins de droit commun. Donc, je viens de terminer notre rapport d'activité 2024, donc je peux vous donner les chiffres pour avoir un petit peu une idée en termes de volume. Donc, en 2024, on a fait 85 cliniques mobiles, on a suivi 1685 patients et on a eu sur nos activités de soutien psychosocial, donc plutôt sur les activités santé mentale, plus de 1390 personnes. Donc voilà, un volume d'activité assez important. Et également, sur nos activités de médiation ou d'orientation juridique et sociale, on a accompagné plus de 830 personnes. Et donc, il faut savoir que toutes ces activités sont également menées par des bénévoles de tout profil, à la fois soignants, mais aussi non soignants, des actifs ou des personnes retraitées. Et qui, du coup, permettent d'accompagner toutes les personnes, en tout cas une partie des communautés qui se trouvent sur le territoire dunkerquois, puisqu'on parle souvent de Calais, mais il y a également, vous le savez certainement, des camps des campements du côté de Dunkerque. Actuellement, on estime qu'il y a entre 700 et 750 personnes sur les campements de Dunkerque. Donc des personnes qu'on rencontre chaque semaine sur nos activités. Et des activités de santé parmi lesquelles se dégagent en fait des déterminants de santé qui sont liés donc sur nos prises en soins. On voit que nos patients en fait ont besoin de soins à 84% en raison des conditions de vie dans lesquelles elles se trouvent à la frontière franco-britannique. Et ensuite, les autres déterminants de santé sont liés aux tentatives de passage, donc à des blessures, ou alors aux violences policières. Donc voilà, on arrive petit à petit à l'impact de la présence des forces de l'ordre. Comme j'ai pas beaucoup de temps, moi je voulais vous prendre voilà, vraiment des exemples très concrets des situations qui sont arrivées à notre équipe. Je pense tout d'abord à ce qui s'est passé à l'hiver dernier où sur nos activités de clinique mobile, donc sur le camp, un binôme de la police nationale venait systématiquement à notre rencontre, si on peut dire, pour nous demander ce qu'on faisait, de décrire nos activités, de demander s'il y avait une personne référente parmi l'équipe sur place et de relever son identité. Donc voilà, ça peut paraître un peu anodin, mais en fait, il faut savoir qu'on est présent actuellement 4 fois par semaine sur le camp. Donc ça veut dire que 4 fois par semaine, il y a les 2 mêmes personnes qui viennent questionner l'équipe de Médecins du Monde sur ce qu'elle fait et pourquoi elle est là. C'est un côté répétitif, un peu insidieux. Un autre exemple que je peux vous donner, qui s'est déroulé l'été dernier. Donc on avait appelé, nos médecins avaient appelé les secours pour faire évacuer une personne, un patient qui nécessitait d'être pris en charge à l'hôpital. Et les services de secours à personne, donc les pompiers en l'occurrence, se sont déplacés sur site avec la police, donc avec une escorte. Et la police a refusé de laisser partir l'ambulance tant que nos médecins n'avaient pas partagé l'identité du patient et le motif de notre demande, de notre appel au 15 pour une évacuation. Donc, avec une forte pression sur les équipes bénévoles et sur notre médecin qui était présente ce jour-là, en lui demandant tout simplement en fait, de briser le secret médical. Et un troisième exemple, ça s'est passé cet été, donc au mois de juillet, en tout cas à l'entre-deux tours des élections législatives anticipées, où en fait la police venait à chaque fois nous voir sur nos cliniques mobiles et nous disait qu'elle allait nous verbaliser parce qu'on se trouvait à un endroit où on n'avait pas le droit d'être. Sachant qu'évidemment, il n'y a pas de lieu dédié réellement pour intervenir de façon satisfaisante sur le Dunkerquois. Et donc, venait, menaçait de nous verbaliser, nous disait nous avoir verbalisé. Donc, sachant qu'on a quand même 5 véhicules sur une clinique mobile, donc en fait, une amende par véhicule, ça fait beaucoup.
et revenaient 30 minutes plus tard pour nous dire « Ah, mais vous n'êtes toujours pas partis, nous allons vous verbaliser ». Donc en fait, des menaces de verbalisation qui ne se concrétisaient jamais. Donc on peut y voir du positif en se disant bon, bah, finalement Médecins du Monde n'a pas eu d'amende, mais en fait malgré tout ça provoque quand même quelque chose sur les équipes bénévoles et d'être dans la crainte constante de l'arrivée de la police, de voir un véhicule passer au loin et de se dire oh là là ils vont encore revenir, on va encore devoir négocier, etc. Mais en fait, au-delà, voilà, le fait que les bénévoles ou l'équipe de Médecins du Monde doivent négocier, en soi, c'est pas très grave. Si on peut dire, ce qui est plutôt grave, c'est l'impact que ça va avoir sur nos patients. C'est-à-dire que d'un côté, à un moment, on va se retourner et puis il n'y aura plus de patients parce que les personnes auront pris la fuite de peur d'être elles-mêmes contrôlées par la police ou d'être victimes de violences ou de pression. Et ça, c'est des choses qu'on voit vraiment au quotidien. C'est aussi le cas lorsque les personnes vont aller, par exemple, à l'hôpital et vont, sur le chemin pour aller jusqu'au bus, se faire contrôler par la police aux frontières. Donc, en fait, c'est plein d'entraves dont les premières victimes sont les personnes exilées, mais qui ont aussi un impact sur nos pratiques. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ce caractère insidieux qui peut paraître anodin. Bon, bah, voilà, la police qui dit bonjour, Madame Léon, qu'est-ce que vous faites là? Bah, en fait, oui, je peux lui répondre 4 fois par semaine. En soi, c'est pas grand-chose. Mais ça produit quand même quelque chose sur nous et ça a un impact. On va aussi se dire, ah, mais est-ce que nos bénévoles, est-ce qu'il faut qu'ils aient des papiers? Est-ce qu'il faut qu'ils soient en règle en France? Est-ce qu'ils risquent d'avoir un contrôle d'identité? Donc, en fait, on commence à se poser des questions qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Et également, toujours être dans la négociation. Voilà. Et je trouve que c'est important d'avoir ça en tête, c'est le caractère insidieux des entraves qui peuvent produire des choses sur nous, influencer nos pratiques. Et j'aimerais dire, avant de passer la parole à Agathe, qui va pouvoir vous en parler plus en détail, mais en tout cas, que les exemples que l'on peut vous donner, enfin que l'on donne tout au long du webinaire, c'est pas des pratiques individuelles, en fait, c'est des pratiques qui sont autorisées par un système, et c'est important de l'avoir en tête et du coup de lutter contre ces entraves qui sont systémiques. Je vous remercie et je passe la parole à Agathe de Human Rights Observers. Merci beaucoup, Diane, et bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est Agathe, je travaille pour Human Rights Observers. On est actif dans le Calaisis et dans le Dunkerquois, du coup, Euh, et je suis responsable terrain, logistique et communication. HRO, c'est un observatoire indépendant qui a pour but de documenter et de dénoncer les violences étatiques perpétrées à l'encontre des personnes exilées à la frontière franco-britannique. Notre travail, en fait, s'apparente à du cop-watching. C'est-à-dire que du coup, on est présent le plus souvent possible lors des opérations de police et surtout lors des expulsions de lieux de vie informels afin de documenter ces pratiques. Les entraves auxquelles nous faisons face sont multiformes, mais le plus souvent, ce sont des intimidations, des menaces, des contrôles, des amendes abusives qui permettent de décourager le travail de documentation. Donc, globalement, lorsqu'une équipe de HRO suit une opération d'expulsion, elle fait face à un périmètre de sécurité abusif dressé par les forces de l'ordre qui bloque partiellement ou totalement l'observation de l'opération. Ces périmètres de sécurité abusive rendent notre travail de documentation des expulsions extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'expulsions où on ne voit absolument rien. On est périmétré si loin qu'il est impossible en fait de savoir combien de personnes sont expulsées, quel matériel est saisi par les forces de l'ordre et la cleaning team, etc. Ou même de savoir s'il y a des instances de violence policière. Dernièrement, sur plusieurs expulsions dans le Calaisis, une voiture de police est partie avant la fin de l'expulsion d'un lieu de vie pour arriver en avance sur le prochain lieu de vie qui va être expulsé par la police pour en fait pouvoir nous périmétrer avant qu'on arrive. Euh, les entraves, c'est aussi beaucoup du coup d'intimidation, beaucoup de contrôle d'identité abusif. Donc, pour un peu en illustrer la fréquence, sachez que c'est déjà arrivé que les forces de l'ordre nomment la personne par son nom et son prénom avant de demander ses papiers. Les équipes sont aussi très souvent filmées, soit avec les caméras piétons, soit aussi avec les téléphones personnels. Récemment, une de nos équipes a été encerclée par entre 10 et 15 CRS pendant qu'ils subissaient un contrôle d'identité. Et les CRS sont partis avec leur carte d'identité sans leur dire pourquoi ou ce qu'ils voulaient en faire. La dernière expulsion dans le Dunkerquois qui a eu lieu le 13 mars, pendant cette expulsion, l'équipe de HRO a eu le droit à 3 contrôles d'identité par personne.
en l'espace du coup de 3 heures d'opération. Et à chaque fois, ces contrôles d'identité ont été accompagnés de palpations. Les officiers de la police aux frontières spécifiquement ont été très agressifs et menaçants. L'un des officiers commençait à filmer les équipes d'achat avec son téléphone personnel et les a insultés. Donc je ne vais pas répéter ces mots ici parce qu'ils étaient vraiment pas très polis, mais je pense que vous avez tous une idée assez claire de ce qui peut être dit dans ce genre de moment. Ensuite, sur un autre lieu de vie, l'équipe se fait appréhender par un commandant qui les enjoint violemment de quitter les lieux en leur disant: «Maintenant, je vais utiliser la force». Il les prend par le col et par le bras et les pousse en avant en leur criant: «Avance». Ce genre d'intimidation est assez fréquente malheureusement. Euh, donc voilà. Également, du coup, la forme de contravention aussi auquel la forme d'entrave, pardon, j'ai un peu spoilé, auquel on fait beaucoup face, c'est les contraventions, du coup, qui coûtent très cher financièrement et en moyens humains pour les contestations. On a parfois plusieurs contraventions à moins de 5 minutes d'écart. Donc pendant cette dernière expulsion à Dunkerque, par exemple, on a reçu du coup une contravention de stationnement et une contravention par personne présente par un agent de la SNCF pour pénétration illicite sur un terrain privé appartenant à la SNCF, donc là où est le lieu de vie. Beaucoup de contraventions de stationnement sont dressées à des adresses qui n'existent pas. Et puisque les voitures en fait sont connues des services de police, les contrôles sont hyper fréquents, même en dehors des activités de l'association. Donc, quand les voitures sont utilisées dans leur temps personnel par les équipes, les contrôles ont tendance à être particulièrement poussés. Donc, par exemple, un contrôle qu'on a eu récemment, les équipes de CRS sont allées jusqu'à vérifier le niveau de liquide lave-glace de la voiture. Donc voilà, ce sont quelques exemples qui, je pense, permettent d'illustrer un peu toutes ces formes d'entraves qui sont présentées dans le rapport. C'est une réalité qui est très difficile pour les équipes et qui rend très difficile la documentation des expulsions et des violences policières. Ça permet en fait à la police d'être à l'abri des regards derrière leur périmètre de sécurité. Donc c'est des entraves dont les premières victimes et les premières cibles sont toujours les personnes exilées, comme l'a expliqué Diane. Donc voilà, je voulais juste vous parler de tous ces exemples et je vais repasser la parole à Agnès pour les temps de questions-réponses. Merci. Merci beaucoup, Agathe, et merci à tout le monde pour les riches interventions. On passe maintenant à un premier temps de questions-réponses. Alors, il y a une première question pour Mathilde. Par rapport au terme radicalisation qui se trouvait dans ta présentation, la radicalisation de certains bénévoles, est-ce que tu la connotes négativement dans la recherche ou pas forcément? Qu'est-ce que tu entends par là? Non, c'est vrai que je suis passée rapidement dessus. Non, c'est absolument pas négatif, même si je sais que le mot de radicalisation, radicalisé, etc., est employé surtout médiatiquement très, très négativement. Moi, je l'utilise en fait pour parler de situations où donc des bénévoles arrivent sur le terrain. Enfin, là, c'est l'idée que j'ai en tête, c'était sur le littoral nord, des personnes qui arrivent sur le terrain assez jeunes, étudiantes, qui sont quand même relativement politisées, mais comment dire, qui ont une opinion, en tout cas par exemple sur les forces de l'ordre, qui est assez modérée, et qui en fait, par la confrontation sur le terrain avec des agents de forces de l'ordre qui vont être violents, menaçants, harcelants, etc., vont avoir des opinions qui vont voilà, se radicaliser dans le sens d'un rejet des pratiques des forces de l'ordre ou de l'institution en général. Et en fait, je parlais de radicalisation en opposition, donc radicalisation politique, de l'opinion politique, mais en opposition à des formes donc plutôt de retrait des bénévoles, des militants du champ, des bénévoles du champ plus militant en fait de l'action associative, qui vont chercher plutôt à dépolitiser dans le sens inverse du coup leur action. Parce qu'aussi, on constate, et c'est quelque chose que j'ai pas non plus évoqué là, mais on constate une répression plus forte des associations plus revendicatives. Donc voilà, c'était sur ce plan-là que j'ai utilisé ce mot. Merci. Une question pour Léa, du Secours catholique. Donc, tu as parlé des propos plus que tendancieux des journalistes de CNews. Il y avait une question sur, en fait, comment vous faites pour donner à voir justement la réalité de votre travail,
qui n'est pas celle, a priori, celle-là, pour ne pas laisser ces propos négatifs sans réponse? Où est-ce que c'est publié? Où est-ce qu'on peut les voir? Oui. Euh, Nous, dans nos priorités, on, on fait beaucoup de sensibilisation, des activités de sensibilisation. L'objectif étant de faire changer le regard et de favoriser le lien entre les personnes exilées et les Calaisiens, Calaisiennes. Donc, par exemple, on organise des soirées interculturelles, voilà, sur des pays en particulier, par exemple l'Érythrée, l'Iran, l'Algérie, pour faire connaître les traditions, la gastronomie. On a aussi des journées qu'on appelle Talents de femmes, en non-mixité, justement pour créer le lien entre les femmes exilées et les femmes calaisiens, calaisiennes autour de l'art. Euh, voilà, on va dans des écoles. Donc, on a vraiment à cœur, voilà, d'essayer de montrer, nous, notre réalité. Donc ça, c'est au niveau local. Et au niveau national, c'est évidemment aussi une des priorités du Secours catholique. Alors, ils publient, par exemple, sur la revue Résolution, il y a un podcast qui s'appelle Parcours, qui témoigne aussi, voilà, de parcours de vie, parfois sur lesquels on a beaucoup de stéréotypes. Voilà. Et sinon, que fait-on aussi? Ben, on porte plainte aussi quand il y a des propos comme ça qui sont dits et qui nous ciblent directement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci. Une question qui peut concerner donc les deux territoires. Bon, sachant qu'on l'a pas dit tout à l'heure, il y a personne ce soir qui représente la frontière franco-espagnole, mais ils sont aussi, comme l'a dit Mathilde, concernés, parce qu'on n'avait malheureusement pas l'espace pour avoir tout le monde. Donc pour la frontière italienne, peut-être Brune, et puis après peut-être sur la frontière britannique, soit Diane, soit Agathe. Au-delà des tensions croissantes avec les forces de l'ordre dans ces zones, est-ce que vous observez une recrudescence des violences de la part des habitants riverains, de manière individuelle ou organisée, par exemple sous forme de collectif? Est-ce que Brune, tu commençais? Oui, ça va être rapide, puisque la réponse c'est non. Pas de façon en tout cas affichée et organisée. Il continue d'y avoir des comportements individuels tout à fait hostiles, voire même dangereux pour les personnes exilées, à savoir effacer par exemple le balisage sur les chemins de randonnée qui permettent aux personnes exilées de rejoindre Briançon. Or, tourner à gauche ou tourner à droite en haute montagne, ça peut aussi être un risque de tomber dans une falaise, tomber dans un trou. Enfin, le balisage, il est fait pour la sécurité des personnes. Donc, en fait, c'est une mise en danger extrêmement grave que d'effacer le balisage. Et ça, c'est fait par des individus qui habitent le territoire. Nous, il y a quelques années, il y avait eu une action très, très forte enfin, de génération identitaire. Fort heureusement, on n'a pas eu un second épisode. Mais bon, je lis pas dans l'avenir, donc peut-être que ça va arriver, hein, mais pour l'instant, en tout cas, pas de façon organisée, ni en faisant la publicité officielle avec des valeurs. Voilà. On a été ciblé, comme d'autres associations, par contre, par une revue d'extrême droite dans un hors-série. La revue, elle s'appelle Frontières, mais bon, on va leur faire la publicité ici. Mais on a été ciblé, nous, un peu à la marge, mais d'autres associations partenaires ont été ciblées beaucoup plus, de façon beaucoup plus virulente que nous. Voilà. Mais à l'échelle locale, non, que des actions individuelles assez lâches. Est-ce que sur la frontière britannique, peut-être Diane ou Agathe ou même Léa, vous voulez répondre là-dessus? Diane? Je peux commencer sur Dunkerque et puis Agathe, tu compléteras si tu le souhaites. En tout cas, sur le Dunkerquois, on n'a pas été pris pour cible, pris à partie directement nous sur nos activités. Au contraire, ce qu'on constate lorsque des riverains ou autres passent à côté de nos activités, c'est plutôt de l'étonnement en fait par rapport à la situation, à l'invisibilisation des personnes. Et donc c'est là où on se rend compte des limites du discours médiatique qui voudrait nous faire croire que toutes les personnes du Dunkerquois ou du Calaisis sont hostiles aux personnes exilées. Je pense que c'est très loin d'être la réalité. On le voit enfin, voilà, par les bénévoles locaux, par toutes les forces vives qui font vivre les associations et qui mènent à bien les activités. Néanmoins, ça peut tout de même arriver voilà, d'avoir des tracts assez ciblés dans nos boîtes aux lettres. C'est des choses qui arrivent régulièrement. On a eu pas mal de craintes au moment des législatives anticipées, puisque voilà, la région Nord-Pas-de-Calais
Au niveau des résultats, l'extrême droite est vraiment omniprésente, donc ça a été compliqué. Et pour autant, sur nos activités, ça va plutôt être des choses assez ciblées ou des collectifs, je pense notamment aux chasseurs, qui du coup ont des liens davantage privilégiés pour la communication d'informations avec les forces de l'ordre sur de potentiels départs vers des tentatives pour rejoindre le Royaume-Uni. Mais finalement, je rejoins tout à fait Brune en disant que ça reste au final des événements voilà, assez lâches et isolés, heureusement, et qui n'empêchent pas du coup les actions de solidarité de se mener. Merci. Une question pour, Agathe, ou bon après ça peut être aussi d'autres personnes, mais est-ce que tu vois des répercussions sur le terrain des politiques actuelles? Et est-ce que ça a évolué par rapport au passé? Alors oui, il y a forcément toujours des répercussions des politiques. Là, je pense particulièrement à la circulaire qui est sortie, qui fait que les personnes ont beaucoup plus souvent des OQTF qui leur sont donnés. Je pense que les politiques récentes, les conséquences vont prendre du temps à être vraiment très visibles de manière systémique. Mais globalement, on peut se rendre compte souvent que les forces de l'ordre ont de moins en moins de scrupules peut-être à afficher leurs opinions, ce genre de choses. On a eu plusieurs fois des retours de gens qui nous disaient de toute façon, tu sais pour qui on vote, ce genre de choses. Euh, donc il y a quand même clairement un impact, c'est sûr. Après, les expulsions à Calais, c'est toutes les 48 heures depuis le démantèlement de la Grande Jungle en 2017. Ça reste toutes les 48 heures. Avec tous les changements de gouvernement, ça reste présent, en tout cas omniprésent dans le Calaisis et très présent dans le Dunkerquois également. Donc, c'est des opérations qui ont lieu sous toutes les gouvernances qu'on a eues récemment. Voilà. Merci beaucoup. Et puis une dernière question avant de clore ce temps, peut-être pour Léa. Face au retrait des bénévoles qui subissent la répression, est-ce qu'il y a toujours des nouvelles forces vives qui substituent aux anciens, qui permettent la constance de l'activité citoyenne? Oui, la réponse est un grand oui, heureusement. Non, oui, on arrive toujours à avoir des forces vives. Euh, et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une volonté de réaffirmer euh, notre projet et réaffirmer le fait qu'on est du bon côté et construire ce contre-discours. Et en effet, il y a des entraves à l'engagement bénévole, mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui restent très engagées malgré ce contexte, heureusement. Merci beaucoup. Donc on va maintenant reprendre les interventions pour parler donc dans cette dernière demi-heure plutôt des stratégies de riposte. Alors elles ont déjà été un petit peu évoquées, mais on va aller un peu plus en profondeur dessus. Il y aura ensuite un autre temps de questions-réponses dans 15 minutes à peu près. Donc vous pouvez continuer à les poser dans l'onglet questions-réponses en bas du Zoom. Bon, Mathilde, je te donne la parole pour la présentation des ripostes. Oui, alors, donc là, normalement, ma présentation s'affiche. Donc, j'ai aussi étudié dans le rapport les différentes formes de ce qu'on appelait les stratégies de résistance ou de riposte, qui se déclinent aussi en plusieurs catégories. Je vais commencer par présenter donc la plus souvent, celle qui est la plus souvent évoquée, les formes en fait, de contestation légale de ces formes de répression. Donc les signalements et les contestations, avec en particulier des contestations systématiques des contraventions, comme ça a été évoqué par les autres interlocutrices, euh, mais aussi des actions en justice avec, par exemple, les procédures engagées contre les arrêtés antidistribution préfectoraux et de la mairie de Calais, qui a récemment, donc, s'est récemment conclu par une victoire des associations.
On a aussi de nombreux signalements qui sont faits auprès des autorités administratives. Je pense en particulier à la défenseur des droits, par exemple. Donc, le HAO, qui est aussi comme Utopia 56, avait subi l'effet de multiverbalisation durant la période Covid, avait saisi donc, la défenseur des droits, qui avait pu mener elle-même une enquête au sein du commissariat de Calais et révéler que effectivement ces faits de multiverbalisation, ce pouvoir contraventionnel ciblait les associations les plus contestataires et celles qui dénonçaient le plus virulemment les violences policières, donc en l'occurrence HRO et Utopia 56. Mais donc c'est tout un tas d'actions légales ou de signalements qui restent nécessaires pour continuer à visibiliser les phénomènes d'entrave. Mais elles ont aussi énormément de limites. Elles sont très très coûteuses parce que, par exemple, par exemple, en contestant donc, les contraventions, bien sûr, les associations ont pour but de ne pas avoir les régler par la suite, mais elles s'exposent aussi à de potentiels frais supplémentaires en cas d'échec de la contestation. Et c'est aussi des procédures extrêmement chronophages. Donc, je reviens à l'idée des effets de la régression, de perte de temps. Et donc, en fait, toutes ces ressources qui sont employées dans la contestation, dans le signalement des entraves, en fait, elles ne sont pas utilisées sur le terrain, elles ne sont pas utilisées euh, dans la mise en place d'activités militantes, par exemple. Et surtout, ça ne fonctionne pas toujours. Et donc, c'est des procédures qui peuvent aussi amener à une forme de découragement des associatifs. Face donc aux limites de ces procédures qui sont quand même toujours utilisées par les associations, il y a d'autres formes de contestation qui sont possibles avec des associations qui ont mis en place des actions de désobéissance civile pour dénoncer donc, la criminalisation des migrations de la solidarité. Je pense par exemple aux formes de goûter solidaire qui avaient été élaborées à Calais pendant donc, les périodes où sévissaient les arrêtés anti-distribution avec l'idée de, malgré ces arrêtés-là, de distribuer de la nourriture dans la rue et surtout de convier un maximum de personnes et aussi des résidents de Calais à se joindre à ces événements. Euh, c'est aussi un élément qui est revenu assez souvent, l'idée de contrebalancer le discours dominant criminalisant l'immigration et la solidarité dans les médias en développant un discours alternatif à partir donc, du vécu des solidaires et de leurs témoignages. Donc c'est ce que un militant d'Emmaüs Roya appelait la bataille médiatique que eux sont en train de mener depuis plusieurs années avec l'idée à chaque action répressive de porter déjà à la connaissance du plus grand nombre ce qui est subi par les solidaires sur le terrain. Donc notamment sur les réseaux sociaux, et voilà, pour contrebalancer les discours des autorités avec les témoignages, parfois en direct. Je pense notamment à la figure de Cédric Héroux qui partage en direct, par exemple, sur ses réseaux sociaux, ce qui se vit sur le terrain. Et selon lui, en tout cas, ça avait quand même amené, ça avait porté ses fruits et ça avait amené, en fait, la préfecture à reculer sur certaines accusations qu'elle avait euh, produite sur Emmaüs Roya. Mais c'est quand même un travail qui implique la collecte et la diffusion donc, de données assez, enfin, c'est assez massif comme travail. Et donc certaines associations réfléchissent à se rapprocher donc d'autres associations qui peuvent mener ce travail ou des observatoires. Et là, je pense particulièrement au rapport de la LDH qui porte sur donc l'invisibilisation par les pouvoirs publics des atteintes aux droits des personnes exilées à la frontière franco-britannique, les entraves systématiques à l'action d'observation des pratiques policières, donc qui a été menée auprès de HRO notamment et qui permet de diffuser aussi ces entraves sans que les associations et les militants sur le terrain qui sont déjà fort occupés aient à se soucier, enfin, et à s'investir dans la publication des données. Et enfin, on s'interroge au sein des milieux militants, enfin associatifs aussi, sur les possibilités d'alliance avec d'autres acteurs locaux, avec d'autres associations, pas forcément du champ de la solidarité avec les personnes exilées, mais aussi avec d'autres institutions comme les hôpitaux
Je sais que par exemple dans le Briançonnais, les liens avec l'hôpital de Briançon sont assez, assez positifs, ou avec des universités, voilà, d'autres aussi acteurs politiques locaux. Merci Mathilde pour cette brève présentation. Je passe maintenant la parole à Charlotte d'Utopia 56 pour nous apporter son témoignage. Bonsoir, merci beaucoup. Du coup, moi, je suis Charlotte Contes et je travaille pour Utopia 56 en tant que responsable de la communication et du plaidoyer de l'association. Et en 2 mots, pour resituer un peu l'asso qui est donc présente à la frontière, entre autres, à la frontière franco-britannique à Calais et à Grande-Synthe. On a 2 antennes. On est présent dans le Nord depuis 10 ans maintenant, cette année. Voilà, et depuis les 4 dernières années, on a recentré notre action auprès des personnes qui tentent la traversée de la Manche. Donc, on va à leur rencontre après qu'elles aient été interceptées par la police. Voilà, ou alors directement quand elles nous appellent et qu'elles sont en détresse en mer, ou alors quand elles ont été secourues par les services de sauvetage en mer et qu'elles sont de retour au port. Alors, on a d'autres missions à côté de ça. On fait notamment de la prévention des risques liés aux traversées en allant à la rencontre des gens sur les lieux de vie ou partout où on les rencontre, voilà, pour faire littéralement de la prévention sur les risques et comment réduire au maximum ces risques-là, parce qu'on part du principe que les gens vont de toute façon, ont fait le choix de prendre la mer. Et dans ce cadre-là, il faut qu'ils aient un maximum d'infos pour leur propre sauvegarde. Voilà. Et donc, Utopia 56, depuis toujours, essaye aussi de beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux et essaye de se faire beaucoup entendre et subit du coup des entraves de tout type depuis toujours. Et encore plus depuis ces dernières années, quand justement notre action elle s'est vraiment recentrée sur ces séquences-là de traversée, donc auprès des personnes qui viennent de tenter la traversée et qui se sont arrêtées par la police, ou juste après, où là, du coup, ça a contribué, ça a été un espèce les autorités s'en sont servies comme un espèce de marchepied pour vraiment renforcer leur discours, disant que les associations font de l'aide au passage. Donc, on essaye beaucoup de se défendre de ça. Mais donc, ce qui m'amène au point d'après, où dans les types d'entraves que l'association subit, je ne vais pas tout reprendre parce que mes collègues du Nord ont déjà tout listé, mais à titre d'exemple, en 2024, on a eu près de 140 contrôles d'identité des équipes pendant nos maraudes, justement, qui se passent sur tout le littoral, qui sillonnent le littoral pour aller rencontrer les personnes. Et aussi énormément voilà, 133 contrôles d'identité et 176 fouilles complètes de véhicules. À savoir que c'est comme les collègues de HRO ou de Médecins du Monde, etc. On a toujours les mêmes véhicules, il y a des logos, tout le monde porte des chasubles, donc on est vraiment identifié et identifiable. Et pourtant, on se fait contrôler à répétition, donc c'est là où le harcèlement policier se loge, mais il est assez dur à démontrer. Voilà. Et parmi ces nombreux contrôles qu'on subit, il y en a quelques-uns qui ont été faits de manière extrêmement violente, avec l'usage d'armes de service, a priori de la part des forces de l'ordre, pointées sur les équipes bénévoles. Donc fort heureusement, ça constitue pas, c'est pas la nature des 138 contrôles qu'on a subis l'année dernière, mais on en a eu 4 des contrôles comme ça, qui sont très choquants, très traumatisants par les équipes, évidemment, qui reflètent aussi ce dont est capable les forces de l'ordre à l'encontre d'autres personnes qui n'auraient pas les mêmes moyens de se défendre qu'une association. Voilà, et donc à chaque fois qu'on a des contrôles de ce type, notamment, on va faire ce que tu viens de dire, Mathilde, du coup, tout ce qui est de l'ordre des saisines à la défenseure des droits, les signalements au procureur de la République, des signalements à l'IGPN ou à l'IGGN. Donc on use des leviers qui sont en place et qui sont à la disposition de tous les citoyens, citoyennes
pour signaler ces manquements-là. Voilà. Et en l'occurrence, sur un des derniers contrôles, celui qui date de cet été, où donc on a deux bénévoles qui se sont fait contrôler à 2 reprises par les mêmes forces de l'ordre dans la nuit et qui se sont fait du coup pointer une arme vers leur visage. Enfin, c'était très violent, très très violent. On a fait un dépôt de plainte avec les bénévoles et Utopia 56. Voilà, parce qu'on du coup, on part du principe, bon déjà, il y a un peu un devoir de protection, et de riposte, à l'égard des bénévoles pour pas les laisser seuls dans ce traumatisme-là et dans ce choc-là. Et aussi, c'est aussi des points d'appui pour montrer ce que subissent l'association, mais les associations, au sens large, en ne laissant pas passer, en ne se laissant pas faire et voilà, en usant aussi des voies judiciaires qui sont à notre portée. Ça, c'était c'est un peu le quotidien des équipes à Calais Grande Sainte de se faire contrôler quasiment tous les jours. Ensuite, notre autre forme de riposte, il va y avoir évidemment le judiciaire, comme tu l'as dit aussi Mathilde, en participant à des contentieux collectifs, contre, par exemple, les arrêtés préfectoraux, effectivement, qu'on a fini par gagner, les arrêtés antidistribution. Il y en a vu par le passé en 2017 aussi où, là, il y avait des entraves très directes, en fait, par la maire de Calais et la préfecture qui envoyaient la police sur, les distributions d'eau et de nourriture des assos et qui venaient les stopper, en menaçant de procéder à des contrôles administratifs, des personnes. Donc là, on était vraiment sur, l'empêchement à accéder à de la nourriture et à de l'eau, quelque chose de très basique et donc systématiquement, la police venait, le matin, le midi, le soir, à toutes les associations qui venaient, distribuer, ce genre de choses et là encore, il y a eu un contentieux qui, s'était monté. On est allé jusqu'au Conseil d'État et devant le Conseil d'État, il a été reconnu du coup que, les personnes subissaient un traitement, inhumain et dégradant. Donc ces pratiques-là ont cessé. La situation s'est dégradée par ailleurs, à d'autres endroits, mais ces pratiques-là ont cessé. Mais donc on voit que aussi les autorités détournent, ces décisions de justice en usant ensuite d'arrêtés préfectoraux pendant des périodes Covid, par exemple, pour ensuite, heu, essayer d'interdire la distribution de denrées alimentaires, dans certaines zones de la ville, pour éviter justement des rassemblements, en pleine période, de Covid. Mais bon, malgré ces détournements-là, on a réussi aussi à les faire, à gagner ça récemment, des années plus tard, mais c'est une victoire quand même. Et ensuite, pour ce qui concerne un peu plus, uniquement Utopia, nous, notre mode de riposte, il va aussi beaucoup se jouer du coup dans la communication en effet, parce qu'on va aussi beaucoup subir, les discours, discriminants, diffamants, déshumanisants, des certaines personnalités politiques, mais aussi de certains journalistes en effet. On a été aussi la cible du magazine Frontières, très récemment. Et donc on va en étant beaucoup sur le terrain, en voyant des situations, alarmantes, tout le temps, tous les jours et en vivant nous-mêmes aussi de la répression du coup, on va essayer d'être très, très présent sur, les réseaux sociaux et dans les médias plus traditionnels. Voilà, en essayant de prendre, autant de place que ces gens ne prennent avec, ces discours, nauséabonds. Donc il y a un vrai, même s'il y a de la voie judiciaire qui existe, on voit que c'est pas si facile, que le temps de la justice est très long d'une part, et que bien souvent c'est aussi, ouais, c'est tout bêtement afficher ces gens dans les pratiques qui sont, implémentées à la frontière, pour aussi alerter, l'opinion et alerter les personnes qui sont pas nécessairement sur le terrain, et qui malheureusement subissent aussi cet envahissement de fausses informations, de post-vérités et cetera. Du coup, nous, on essaye vraiment d'apporter un contre-discours. Donc on est souvent un peu les
on gueule beaucoup sur les réseaux sociaux, pour le dire de manière triviale. Mais voilà, il y a tellement de choses qui se passent, qui sont, aberrantes, très brutales, très violentes et comme le disaient Agathe et les autres collègues, évidemment, les premières cibles, c'est les personnes exilées elles-mêmes et donc on voit bien la stratégie de criminaliser tout l'écosystème qui viendrait être, solidaire de près ou de loin de ces personnes et ça passe par la sape, de la mobilisation et des militants. Cette année, ça a été enfin, en 2024, fin d'année 2024, pour Utopia 56, ça a été un petit peu, la nouveauté. C'est que là, on a, carrément appris que, la préfecture, et le procureur, de Boulogne, si je dis pas de bêtises, Boulogne-sur-Mer, avaient lancé 3 signalements contre Utopia 56. L'un pour diffamation suite à un tweet, qui date du printemps 2024, et 2 autres, disant qu'on s'amusait à appeler les secours en mer, les secouristes, en mer, sur des fausses situations de manière à les détourner, enfin de manière à les distraire, à les attirer quelque part, de façon à ce que les personnes puissent passer, «librement» entre guillemets, et rejoindre l'Angleterre en bateau. Voilà, c'est des accusations qui sont très graves, qui sont bien entendu fausses, et qui sont très coûteuses, moralement, pour, les équipes, en termes de réputation évidemment. On voit bien que c'est une stratégie d'instrumentalisation de nos actions, plus que d'aller vraiment essayer de s'appuyer sur des faits réels parce qu'ils savent que c'est faux. Mais du coup, effectivement, ça ça fait peur à certains qui nous connaissent peu et qui vont se dire: «Ah mais ça veut dire que les assos à la frontière, font des trucs terribles». Alors qu'on est juste là pour, aider et que tout le monde, vraiment, est de bonne foi et agit dans le cadre du droit. Et donc voilà, ça a été 3 procédures, qui sont toujours en cours. Du coup, je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus dans le détail parce qu'il y a le secret de l'instruction, donc c'est toujours en cours. Par contre, nous, ce qu'on a décidé de faire quand on a appris ça, c'est de prendre la main tout de suite sur la communication et d'être les premiers à communiquer et que ça vienne pas du ministère, de manière à nous apporter le récit, qui est celui de la réalité, celui des faits, et surtout, celui de l'histoire d'Utopia et de la frontière, de manière à pas eux les laisser enfin quand je dis eux, c'est le ministère de l'Intérieur, instrumentaliser ça pour justement à nouveau, alimenter leur machine de dire que les assos, aident, les passeurs, que nous sommes responsables des décès en mer dans la Manche parce que ça a été aussi la grosse actualité de l'année dernière, c'est que ça a été l'année la plus meurtrière dans la Manche. Voilà, donc pour essayer de résumer, on se bat beaucoup sur le terrain de la communication, des réseaux sociaux et des médias et aussi évidemment sur les voies plus traditionnelles, du judiciaire et des signalements quand, les situations le permettent et ce qu'on observe aussi et j'arrête là après, c'est que malgré toutes ces attaques-là qu'on subit, on voit pas de baisse de la solidarité non plus dans les équipes, en tous les cas dans les réseaux Utopia, dans nos différentes antennes. Je pense que c'est plus ils attaquent fort, c'est presque un symptôme de cette solidarité qui se consolide et qui s'organise toujours plus et donc ils vont toujours essayer d'attaquer encore plus fort pour nous déstabiliser, pour nous fragiliser et cetera. Mais à mon avis, c'est plutôt le résultat d'une solidarité qui est toujours aussi forte, quoi. Voilà. Merci Charlotte. Et donc pour terminer les interventions, on passe à Diane avant de prendre les dernières questions. Bonsoir tout le monde, donc Diane, je suis chargée de plaidoyer sur les enjeux de migration pour Amnesty France. Je vois dans le chat qu'il y a des questions sur comment est-ce qu'on peut faire concrètement. Ça tombe bien, c'est ce sur quoi je vais conclure. Alors, plus du côté CAFI, pour vous expliquer un peu quelles actions on a pu mettre en œuvre donc avec les 5 assos pour répondre à ces enjeux, parce qu'évidemment, une fois le rapport sorti, l'idée c'est aussi à la fois de visibiliser ces entraves, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce webinaire et c'est ce qu'on a fait par d'autres actions que je vais vous décrire et aussi pour aboutir à des changements évidemment, positifs pour faire cesser ces entraves. C'est, notamment l'axe, qu'on appelle le plaidoyer.
pour ceux qui connaîtraient pas, ce type, d'action. Donc côté communication, à la sortie du rapport, pour vous le dire rapidement, on a eu l'occasion de s'exprimer dans les médias. J'ai vu qu'il y avait une question, on me permet de la saisir au vol, sur le sujet, pour, en parler, pour sensibiliser sur ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez des articles, de ces, interviews sur, Info Migrants, l'Humanité et La Croix, notamment. Voilà, et côté donc plaidoyer, c'est-à-dire le fait de pousser au changement en sensibilisant, en interpellant des décideurs politiques, cibles sur, ce type de sujet. On a eu l'occasion, ah oui, pardon, j'ai oublié de mentionner, excusez-moi, niveau communication, on a également fait une vidéo qui a été, élaborée par, Médecins sans frontières et qui sensibilise à ces questions d'entrave aux solidarités. Voilà, si vous souhaitez, la regarder ou la faire, tourner autour de vous, elle est dans le chat. Donc au côté plaidoyer, ce rapport est sorti fin novembre 2024 et on a eu l'opportunité de le présenter à la Défenseure des droits, donc qui a été mentionné, dans différentes interventions, de mes, collègues parce que, c'est, son rôle que d'être, non seulement au courant de ces situations, mais de les faire remonter aux autorités concernées, de les documenter. Voilà, donc c'est un rapport qui a beaucoup intéressé la Défenseure des droits, lorsqu'on lui a présenté. Ma batterie est faible, je vais me dépêcher et on a également eu, l'opportunité de présenter, le rapport et les recommandations qui est porté, auprès de députés, aussi bien dans un rendez-vous, plus bilatéral, on va dire, avec une députée qui s'appelle, Léa Balage, mais aussi dans un petit déjeuner. Donc il y avait plusieurs députés qui étaient présents, hein. On a eu l'opportunité, comme aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, de faire une présentation, avec, l'observatoire, les personnes, des frontières, avec des témoignages, de terrain. Et c'était intéressant parce que c'était un petit déjeuner qui était transpartisan, donc ça veut dire qu'on avait des députés de plusieurs partis politiques qui étaient représentés et qui ont été extrêmement intéressés pour, aider, pour agir concrètement, pour faire changer la situation. Et pour vous dire un peu ce qui peut être fait, avec, les députés, parce que bien sûr, c'est quelque chose qu'on va poursuivre sur le plus long terme. On va faire un suivi évidemment sur ces questions-là. C'est notamment des prises de parole publiques, par exemple, des députés par exemple dans l'Assemblée nationale pour porter, les problématiques, les recommandations qui sont dans le rapport. C'est aussi que les députés se rendent sur le terrain, donc au niveau des 3 frontières qui sont représentées, ce soir, qu'ils puissent se rendre compte et rendre compte de la situation, directement. C'est aussi, évidemment d'aller vers des propositions de loi qui, sur le plus long terme, hein, parce que là on parle de quelque chose qui est plus long à mettre en place, puissent permettre d'améliorer la situation. C'est faire des recours en justice, c'est faire du contrôle parlementaire. Voilà, c'est pour vous présenter aussi, aujourd'hui, le fait que ce rapport, c'est le début d'un long travail, sur le sujet, en lien avec les associations qui, comme l'ont bien témoigné ce soir, se battent déjà au quotidien, pour, se défendre et pour faire reconnaître, les entraves, dont elles sont victimes et aussi pour, au niveau national, permettre d'améliorer, faire changer les choses. Hem, c'est super que vous ayez été là ce soir parce que c'est aussi un des volets de ces actions que de sensibiliser, bien des personnes qui ne seront pas forcément au courant de cette situation, sur le sujet. Voilà et je vais m'en arrêter là parce qu'il reste que 5 minutes, pour qu'on puisse répondre à vos questions. En tout cas, voilà, sachez que c'est un travail qui est suivi au niveau national, de près. Voilà et je passe la parole à Agnès. Merci. Merci beaucoup à toutes les 2 pour, toutes les 3 pour, ces interventions. On a quelques minutes pour les dernières questions. Peut-être pour, Agathe, sur la question des violences policières. Est-ce que vous dispensez une formation, par exemple en amont, aux bénévoles ou est-ce que vous proposez un accompagnement, pour pouvoir, gérer au mieux ces situations récurrentes? Alors oui, beaucoup de formations et beaucoup d'accompagnement. Donc il y a beaucoup de formations qu'on propose nous en interne, notamment du coup une formation, terrain pour suivre les expulsions, une formation qui leur permet de comprendre, quels sont leurs droits dans les interactions face à la police et une formation spécifique pour les interventions, sur les violences policières. On a également du coup des cadres de sécurité et de bien-être, quoi qui sont appliqués et donc on forme nos équipes pour leur expliquer comment tout ça fonctionne
beaucoup de process internes qui leur permettent d'obtenir du soutien s'ils en ont besoin et de process du coup qui sont basés sur l'interassociatif. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées par d'autres assos qui sont super et auxquelles on a accès et auxquelles on propose à nos bénévoles de se joindre, donc notamment par le Safeguarding Network, qui propose des ressources vraiment super chouettes pour aider tout ça. Et du coup, nous, on a des règles sur le nombre de shifts, par exemple, que les personnes peuvent faire par semaine au maximum pour essayer de les préserver. On a aussi, du coup, par exemple, une enveloppe welfare. Donc, les gens sont bénévoles, donc on ne les paye pas pour leur travail pour la plupart. Mais ils ont du coup 50 € par mois qui leur sont à la disposition pour pouvoir avoir un suivi psy ou d'autres formes de médecine douce s'ils en ressentent le besoin. Et voilà, et donc il y a plein de choses qui sont mises en place et je pense que globalement, dans toutes les assos de la région, c'est quand même quelque chose qui est priorisé parce que c'est hyper important. C'est des situations très dures pour tout le monde de voir ça à répétition. C'est des choses qui sont très drainantes. Et on essaye de vraiment faire en sorte, avec des groupes de parole aussi, ce genre de choses, de faire en sorte que ce soit pas des choses qui soient normalisées, que les gens ne se déconnectent pas de la violence non plus de ces situations, mais qu'ils arrivent à les process d'une manière saine. Et donc, voilà, on a beaucoup de process internes. Je vais pas vous faire le descriptif de tous nos process parce que sinon on en aura pour 4 heures, mais il y a beaucoup de choses en tout cas qui sont mises en place pour soutenir nos équipes, ouais. Merci. Une question peut-être pour l'observatoire et puis pour aussi, s'il y a des associations qui veulent répondre. Peut-être, Julien, si, tu peux nous dire dans le travail qui est mené, aujourd'hui, est-ce que vous avez réfléchi à des stratégies qui pourraient être adoptées dans le cadre d'une potentielle arrivée au pouvoir de l'extrême droite en 2027, qui accentuerait toujours plus les entraves à la solidarité? Est-ce que Julien, tu souhaites répondre? Mais malheureusement, pas de réponse à cette question. Non, moi, en tout cas, à titre plus personnel, moi, ce que je dirais, c'est que un des enjeux qui va probablement se poser après les municipales, et donc avant même 2027, c'est comment on peut réagir à une progression du RN dans un certain nombre de municipalités, y compris proches des frontières. Voilà, et c'est là où potentiellement d'autres municipalités qui sont orientées différemment peuvent jouer un rôle. Il y a un enjeu potentiellement de ville refuge, en fait, d'une certaine façon, face à l'extrême droite. Et peut-être que certaines collectivités qui sont peut-être parfois un peu frileuses vont devoir prendre leurs responsabilités face à la montée du Rassemblement national. Sur d'autres sujets, on le voit déjà, en fait, pour juste faire une toute petite excursion sur d'autres questions. Mais en fait, à Hénin-Beaumont, par exemple, il y a une salle de spectacle, l'Escapade, qui a été ciblée par la municipalité RN, qui a pour partie dû fermer ses portes. Et la ville voisine, en fait, hein, de Carvin, qui est une ville historiquement plutôt socialiste, a pris le relais d'une certaine façon et a soutenu cet acteur associatif-là. Et donc, on voit comment, au fond, des formes de solidarité, alors là, liées aux collectivités locales, mais ça pourrait être aussi des formes de solidarité interassociative, peuvent venir répondre à la montée en puissance de l'extrême droite. Alors après, au niveau national, ce sera une autre question, mais avant ça, je pense que les municipales vont poser cette question-là de façon aiguë. Voilà. Merci. Et une dernière question avant de se quitter pour Mathilde. Est-ce que tu pourrais développer davantage les différences de traitement des bénévoles à appliquer sur la base d'assignation de genre et de race? Oui, merci pour cette question. Effectivement, bah, en fait, ça va se traduire tout simplement par... alors, je vais commencer par la question du genre. Euh, Il y a enfin, un certain nombre de témoignages, donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, quand même, il y a une surreprésentation des femmes dans le milieu associatif, en tout cas dans ce secteur-là. Et il y a aussi des associations qui travaillent en non-mixité choisie. Et il y a un certain nombre de témoignages qui révèlent soit et c'est souvent aussi dans les altercations, en tout cas les échanges avec les forces de l'ordre, soit des propos ou des comportements paternalistes envers les femmes, voire des propos ou des actes sexistes, voire des agressions sexuelles. En tout cas, ouais, si, c'est le mot. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut jouer. Et concernant donc l'assignation, la question de la race, c'est davantage, ça va être la même chose en fait, ça va être des propos racistes
Aussi, on a vu le cas donc, de personnes qui, par exemple, venant extra-européennes, qui pouvaient se voir menacées en fait, sur leur situation administrative, euh, avec bon, voilà, toujours des allusions racistes. Et après, il y a aussi la question donc, de la situation administrative, comme je viens de le dire, avec par exemple des bénévoles britanniques qui ont pu être placés en CRA. Voilà, donc c'est des formes d'atteinte qui ciblent spécifiquement les personnes en fonction de, de certains facteurs sociaux. C'est des choses qu'on voit aussi avec l'âge, pour tout ce qui est discours paternaliste, etc. Voilà, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, je pense. Merci beaucoup. Il est 19 heures passées, donc on va conclure ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention, toutes les personnes qui sont venues écouter les interventions, et je remercie aussi énormément les personnes qui ont participé, ont pris la parole ce soir, et pour les riches contributions dans les courts temps impartis. Merci beaucoup. Le webinaire sera donc en replay, accessible sur je crois, la page YouTube de l'Observatoire. Et puis aussi, on le relaiera via toutes les assos. Vous retrouverez toutes les informations sur les associations sur leur site internet de manière assez classique, sur le site de l'Observatoire, sur le site du projet CAFI. Je vous souhaite une bonne soirée, du bon courage à tout le monde dans ces temps difficiles, et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.